Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous, dans ce 4e épisode de l'heure de fourche. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Déborah pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Hello Débo, comment tu vas aujourd'hui ? Hello Marie, ça va bien. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous allez bien aussi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'heure de fourche. Vous l'aurez certainement vu dans le titre de l'épisode, on va parler d'un sujet mal connu ou méconnu qui persiste dans nos écoles, la précarité menstruelle. Dans cet épisode, nous allons vous partager des ressources, des outils qui sont mis en place dans nos écoles pour sensibiliser et lutter contre la précarité menstruelle. Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord de quoi il est question ? Alors par précarité menstruelle, il faut entendre la difficulté, voire l'impossibilité pour les jeunes filles et les femmes à accéder aux protections hygiéniques, principalement pour des raisons financières. Mais pas que ? Non Marie, pas seulement, il y a aussi le manque d'accès à l'information sur la santé et la sécurité menstruelle et le manque d'accès à des endroits où se changer en toute sécurité. On comprend bien que c'est un problème invisible mais bien réel. Est-ce qu'il affecte au quotidien la vie des élèves et est-ce que ça entrave leur accès à l'éducation ? Malheureusement, oui, la précarité menstruelle a un impact très significatif sur le quotidien et la vie scolaire des jeunes filles. Il y a un sentiment de honte, de gêne, d'inconfort qui a pour conséquence donc l'exclusion quelque part sociale des jeunes filles. Et dans nos écoles, cela se traduit par des absences lors du cycle menstruel et n'oublions pas une charge mentale accrue chez les jeunes filles. Et en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Alors en Belgique, 23% et demi des femmes ont leurs règles, c'est-à-dire 2,7 millions de filles et de femmes. En moyenne, on dit qu'une femme vivra 500 cycles menstruels sur sa vie et aura ses règles durant 38 ans. Oh mon Dieu. Eh oui, rien que ça. Donc entre ces 13 ans et 51 ans, et bien évidemment, c'est des statistiques, c'est des moyennes. On sait que les règles peuvent commencer bien plus tôt en cas de puberté précoce et on remarque de plus en plus chez les jeunes filles que les règles débarquent plus tôt. Il est difficile de donner un coup précis car cela dépend évidemment de plusieurs facteurs comme le choix et les achats des protections hygiéniques, les médicaments contre la douleur, les sous-vêtements et vêtements tachetés, les visites gynécologiques en cas de problème, mais cela reviendrait en moyenne entre 7,50 € et 10 € par mois. Ah oui, quand même. Donc, le tout multiplié par 500, en fait, les règles coûteront en moyenne sur une vie entre 3 750 € et 5 000 €. C'est incroyable. C'est juste incroyable, ouais, c'est juste énorme. On imagine tous les projets qu'on pourrait faire avec cette somme. Donc en 2021, une enquête menée par Synergie Wallonie indiquait que 29% des filles de 12 à 25 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles ont déjà rencontré des difficultés financières pour se procurer des protections menstruelles. Et la Belgique, elle en est où par rapport à d'autres pays dans cette lutte contre la précarité menstruelle ? Alors pour le coup, la Belgique n'est pas en avance. Par exemple, depuis 2018 en Écosse, les protections hygiéniques sont accessibles dans les écoles et les universités gratuitement et aussi dans les lieux publics. Ah oui, j'ai vu ça pour l'Écosse et je trouvais juste ça incroyable, c'est trop chouette. Et j'ai vu aussi qu'en Espagne, ils mettaient à disposition gratuitement des protections dans des lieux publics et ça aussi, je trouvais ça juste top en fait. Oui, super. Mais même si on n'est pas les premiers de la classe en Belgique, ça bouge et les actions se multiplient. De nombreuses associations existent comme Bruxelles, Belge et Culotté et encore d'autres. Elles interpellent les politiques en faveur de la gratuité et de la distribution des serviettes, des tampons, etc. En 2017, la TVA est passée de 21 à 6% sur les produits menstruels et en 2021, une proposition de résolution visant à la mise à disposition gratuite des protections hygiéniques dans les écoles primaires, secondaires et supérieures a été déposée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ces associations ne se limitent pas juste à interpeller ? Non, j'en reparlerai un peu plus tard dans l'épisode, mais elles s'occupent de la collecte, la distribution des produits menstruels. Elles informent, sensibilisent et éduquent tout public sur les thématiques en lien avec la santé et la précarité menstruelle pour libérer la parole et déconstruire surtout le tabou autour des règles. Et la précarité menstruelle, tout le monde doit se sentir concerné ou pas ?
Bah oui, effectivement, hein, si l'éducation sur les règles des jeunes filles doit se faire à la maison, cela reste parfois très difficile d'en parler pour certaines jeunes filles. Les règles restent tabous dans certaines familles, dans certains milieux. D'autres jeunes filles passent la semaine dans un internat ou sont en famille d'accueil et elles n'osent pas en parler. Donc l'école vient donc naturellement compléter cette éducation et c'est primordial. L'école se doit d'être un lieu bienveillant et sécure en cas de précarité menstruelle, d'oubli, de ménage, de cycle menstruel irrégulier. Déborah, tu as enseigné en 5e et 6e année du primaire pendant presque 20 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu peux nous parler de ton expérience dans ton école? Est-ce que les filles venaient te voir pour te demander peut-être des protections ou pas du tout Oui, alors Marie, pour un peu resituer, en fait, j'ai enseigné pendant presque 20 ans dans une école dont l'indice socio-économique était de 1, en 6e primaire la plupart du temps. Et donc, pas mal de mes élèves, au cours des années, venaient souvent me parler du fait qu'elles étaient réglées, peut-être pour la première fois, souvent accompagnées d'une copine, hein, parce qu'on sent que c'est toute la difficulté de la gêne de venir en parler. Et elles venaient me voir pour savoir ce qui leur arrivait. Et ensuite, moi, je leur expliquais ce qui se passait. Mais je sais que tous les enseignants ne se sentent pas à l'aise pour en parler. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été le cas pour moi parce que j'en parlais avec elles, mais j'en parlais aussi plus généralement en classe, avec les garçons y compris. Ce qui me concerne, il n'y avait pas de tabou autour de ça. Et donc, surtout, il était indispensable d'avoir des protections hygiéniques à portée de main pour les jeunes filles. Donc, je savais qu'en début d'année, sur ma petite liste de rentrée, il y avait les serviettes hygiéniques à disposition pour elles et elles savaient qu'elles pouvaient venir à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais de ma propre initiative. Il n'y avait pas de projet autour. Donc, j'y mettais de ma poche. Mais je constate, et je l'ai vu en préparant l'émission, en me renseignant auprès d'autres collègues, qu'on est beaucoup dans le cas, au fait. Mais j'imagine, oui. Et justement, nous allons surtout nous intéresser à ce qui est mis en place dans nos écoles. Et comme ça, on espère que ça peut vous inspirer pour lutter contre cette précarité menstruelle. Pour commencer, nous accueillons Sigrid, qui est chargée de mission à Ne tournons pas autour du pot. Bonjour Sigrid et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie, bonjour Déborah. Bonjour Sigrid. Mais d'abord, j'espère que tu vas très bien. Oui, ça va super bien. Très contente d'être là. Nous aussi, on est très contente de t'accueillir. Exactement, franchement, c'est un plaisir. Voilà, et alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de Ne tournons pas autour du pot et de sa mission dans les écoles? Oui, bien sûr. Donc, Ne tournons pas autour du pot, c'est un programme de promotion de la santé à l'école. C'est une initiative du fonds BIX, qui est un fonds géré par la Fondation Roi Baudouin et qui est mené en partenariat avec l'ASBL Question Santé. Donc, c'est un projet qui existe depuis 2015. En tout cas, le premier appel à projet a eu lieu en 2015. Et depuis 2017, le programme reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence. Donc voilà, nous, notre mission principale, c'est d'accompagner les écoles dans la réhabilitation de leurs espaces sanitaires. Pour ce faire, on lance des appels à projets la plupart du temps. Donc, on offre un soutien financier aux écoles et aussi un soutien méthodologique, donc avec un accompagnement dans la mise en place d'un projet avec les élèves pour justement améliorer les toilettes à l'école. Super. Hein, oui, c'est top. Et même indispensable, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. On voit bien avec le nombre d'écoles qui répondent à nos appels à projets que c'est une demande vraiment importante sur le terrain, quoi. Alors, est-ce que dans les appels à projets que vous recevez à Ne tournons pas autour du pot, vous avez eu des demandes liées à la précarité menstruelle dans les écoles secondaires, voire peut-être fondamentales? Oui, tout à fait. Mais justement, avant de venir, je regardais par rapport aux 2 derniers appels à projets qu'on a fait, qu'on a ouvert l'année dernière et pour lesquels des écoles ont répondu pour mener un projet cette année scolaire. On a 25 appels à projets secondaires et 25 projets pour le secondaire et 53 projets pour le fondamental. Et il y a environ un tiers des écoles secondaires qui mettent en avant dans leurs projets la nécessité de lutter contre l'insécurité menstruelle. C'est pas dit que les autres n'y pensent pas non plus, mais en tout cas là c'est explicite dans la candidature. Et au niveau des projets pour le fondamental, ça revient un peu moins souvent, mais ça arrive aussi que des écoles mettent en avant cette nécessité aussi. Donc effectivement, oui, c'est vraiment un sujet qui est tout à fait apparenté à nos actions au niveau des sanitaires, quoi.
Oui, en fait, les consciences commencent un petit peu à s'éveiller de plus en plus, du coup, au vu du nombre qui vous demandent, quoi. Oui, mais c'est un sujet qui revient de plus en plus aussi au fil du temps. C'est pas quelque chose qui ressortait autant dans les candidatures il y a quelques années. Alors ici, l'année dernière, on a travaillé exclusivement avec des écoles secondaires, et on a bien vu aussi au moment où on les réunit, donc on fait des moments d'intervision avec les écoles en projet, que c'était un sujet qui revenait beaucoup sur la table. Et donc, oui, effectivement, nous, on s'y intéresse aussi de plus en plus et ça crée un peu un cercle vertueux, on va dire, parce que la parole autour de l'insécurité menstruelle se libère de plus en plus grâce, comme vous l'avez dit dans l'intro, à d'autres assos qui ont vraiment ça comme cheval de bataille, comme Bruxelles, etc. Et ça permet de faire bouger les choses aussi au niveau de l'école, donc c'est positif. Oui, donc on voit vraiment une évolution au fil du temps dans les projets, en fait. On n'a pas vraiment de statistiques par rapport à ça, mais c'est un ressenti qu'on a effectivement en lisant les dossiers de candidature, que c'est quelque chose qui devient presque normal, en fait, de donner accès à des produits menstruels aux élèves. Et donc maintenant, les écoles qui ne le font pas se rendent compte qu'il y a un manque et qu'il faut y remédier. Et est-ce que Ne tournons pas autour du pot propose ou met du coup à disposition des outils, des ressources pour parler des règles et de la précarité menstruelle dans les écoles ? Donc effectivement, comme on a vu que c'était un sujet qui revenait beaucoup quand on faisait nos rencontres avec les écoles en projet, on s'est dit qu'il fallait aussi en parler un peu plus. Et donc dans cette optique-là, on a fait une campagne début d'année scolaire passée qui s'appelle le B.A.B.A. des toilettes à l'école, c'est pas du luxe. Donc l'idée là, c'était vraiment de rappeler tous les indispensables dans les toilettes scolaires. Ça va du nettoyage régulier évidemment à des verrous qui sont faciles d'utilisation et qui ferment, à des portes qui sont en bon état et qui montent du plafond au sol parce que parfois ça fait défaut dans certaines écoles. Bon, après, il y a des arguments aussi en faveur d'une petite ouverture, mais voilà, on avait envie de rappeler dans cette campagne le B.A.B.A. des toilettes à l'école, c'est pas du luxe, qu'il y a toute une série de choses que l'école a le devoir de mettre en place dans les toilettes pour en faire des lieux un minimum accueillants. Et puis après, si on veut aller plus loin, il y a moyen de rajouter de la déco et d'en faire un lieu vraiment sympa pour les élèves. Et donc, dans cette campagne, on a aussi évidemment rappelé la nécessité de mettre en place une poubelle fermée dans les toilettes, parce que c'est pas le cas dans toutes les écoles. Et on a aussi incité les écoles à réfléchir à la question de la distribution des produits menstruels, comme quand même faisant partie aussi du B.A.B.A. finalement des toilettes à l'école. Et justement, par rapport à cette distribution, on se demandait, est-ce qu'il est pertinent de mettre un distributeur gratuit dans les écoles secondaires primaires ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas un autre moyen de lutter contre celle-ci, mais sans que les élèves qui, parfois, ce qui revient aussi mais si on met des protections hygiéniques à disposition comme ça gratuitement, il va y avoir des dégâts, il va y avoir du gaspillage. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de gâcher quelque part ces protections ? C'est vrai que c'est une crainte qu'on entend souvent de la part des équipes pédagogiques ou de la direction, parce que c'est vrai que ça représente aussi un coût qui parfois doit être assumé par la direction. Ça dépend un petit peu des pouvoirs organisateurs, etc. Mais c'est vrai que c'est pas... on entend vraiment cette préoccupation. Après, on pourrait avoir le même raisonnement avec la question du papier toilette. Est-ce que c'est parce que les élèves font des boulettes de papier et les lancent au plafond, on doit priver les élèves de papier toilette? J'avais pas pensé à ça non plus, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que c'est un besoin, et ça l'est, pourquoi ne pas offrir ce produit aux élèves ? C'est aussi une question d'égalité. Ça, vous en parliez aussi dans l'intro. Finalement, c'est une charge mentale qui repose sur la fille et pas sur les garçons. Donc, faciliter, on va dire, la période des règles pour les filles à l'école, ça peut être quand même une bonne idée. Au lieu de la surresponsabiliser, finalement, d'avoir tout avec elle. Après, voilà, c'est une habitude qu'on a prise et donc on a l'impression que c'est ça la normalité, mais finalement, avoir des produits menstruels à disposition, ça c'est tout à fait pertinent, il nous semble, quoi. Et c'est vrai que nous, on a toujours un peu l'angle d'approche sanitaire, évidemment, puisque
Le programme se concentre sur l'amélioration des toilettes. Donc, améliorer les toilettes, ça passe par exemple par la mise à disposition de produits menstruels. Mais certaines écoles font le choix, pour réguler justement, de ne pas mettre à disposition les produits, les serviettes, les tampons, etc. dans les toilettes, mais de garder un œil dessus et donc de les mettre dans les bureaux des éducateurs. Voilà. On sait qu'il y a quand même toujours une gêne, vous en parliez aussi, d'aller demander une serviette, alors on demande plutôt aux copines, etc. Oui, c'est ça. C'est vrai que si on peut limiter les intermédiaires, c'est toujours mieux. Après, chaque école, ça c'est un petit peu notre credo aussi, chaque école va trouver sa solution. Et c'est vrai que, vous le savez, Bruxelles met en place aussi un projet dans un autre réseau. Pour l'instant, eux réfléchissent aussi à tester ou mettre les produits périodiques. Est-ce que c'est mieux finalement dans les toilettes? Est-ce que c'est mieux dans un couloir? Est-ce que c'est mieux dans une classe? En fait, l'idée, c'est de le mettre le plus proche possible des utilisatrices. Nous, on part du principe quand même que dans les toilettes, ça paraît le plus logique, mais c'est vrai que finalement, on peut aussi se dire qu'en classe, c'est une manière de banaliser aussi l'utilisation des produits périodiques. Ça peut un peu démystifier. Exactement. Donc avoir aussi un peu les résultats de leurs tests pour pouvoir se prononcer sur la meilleure place. Après, comme je l'ai dit, chaque école va peut-être trouver sa propre solution et tant que c'est aussi fait avec les élèves, ça c'est aussi important pour nous, c'est d'impliquer les élèves dans tous les projets. Et donc, si les élèves ont décidé que c'était mieux en classe, faisons leur confiance et ça sera leur solution et ça sera sans doute la meilleure, quoi. C'est sûr. Alors, quelles actions est-ce que vous mettez en place pour aménager ou donner des pistes dans les toilettes des écoles, tout en pensant aux différentes protections hygiéniques? Parce que quand on pense protection hygiénique, on en vient tout de suite à penser serviettes, tampons. Mais par exemple, quand il y a la cup menstruelle qu'il faut rincer, est-ce que là aussi, il y a des pistes Les pistes, on les connaît, c'est d'avoir un lavabo à l'intérieur de la cabine, quoi. Mais c'est quand même très compliqué dans les écoles d'avoir ces infrastructures-là. On est souvent face à des gros blocs sanitaires, donc avec les lavabos à l'extérieur. Parfois, quand même, il y a certaines écoles qui ont des sanitaires isolés, on va dire, dans les couloirs. Et ça, c'est toujours quelque chose de positif pour nous parce que ça permet d'avoir aussi plus d'intimité, de ne pas se retrouver à côté d'un voisin ou d'une voisine et surtout aussi d'être à l'abri pendant les récréations, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forte fréquentation des blocs sanitaires. Et donc, avoir des sanitaires dans les couloirs et tout, ça permet aussi d'être moins peut-être stressé ou parce qu'il y a vraiment aussi la peur d'être entendu. Et oui, quand on enlève la protection, c'est le cas pour les besoins naturels, on va dire, mais aussi pour changer sa protection périodique. C'est vrai que c'est pas toujours agréable que tout le monde le sache, même si on est d'accord, il n'y a pas de tabou là-dessus, mais quand même, il faut respecter aussi le fait que certains élèves n'ont pas envie que ça s'ébruite. Et donc, je ne sais plus ce que je disais par rapport à ça, mais oui, par rapport à des nouvelles protections, aux nouveaux produits menstruels type cup, même culotte menstruelle, etc. C'est vrai que c'est pas hyper évident dans les écoles. C'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on propose, les actions qui sont mises en place, ça se concentre surtout sur les serviettes et parfois aussi les tampons parce que c'est finalement le plus pratique pour mettre à disposition. On imagine mal qu'on mette à disposition des culottes menstruelles pour tout le monde, ça a moins de sens, mais c'est aussi parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment un moyen de les utiliser, quoi. Mais donc, pour revenir vraiment à la question de base, l'idéal, c'est d'avoir un lavabo et d'avoir une toilette vraiment complète. Après, ce qu'on peut imaginer, si vraiment c'est possible de faire des gros travaux dans les écoles, c'est de faire vraiment une cabine qui soit accessible à tout le monde, le plus inclusif possible, avec justement ce lavabo, peut-être une petite douchette. Je sais bien qu'à l'UCL, ils ont fait ça dans certaines facultés. Comme ça, finalement, la personne qui se rend dans cette toilette-là, elle a ce dont elle a besoin. Et elle peut se changer comme bon lui semble avec le produit qu'elle a choisi, quoi. Ça, c'est génial comme projet. Oui, vraiment. Alors, si vous aviez des conseils à donner aux écoles pour briser le tabou des règles,
Mais donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, nous on se concentre vraiment sur les toilettes à l'école. On ne parle pas tellement finalement d'éducation, voilà, par exemple sur la santé menstruelle. Ça c'est plutôt justement le créneau, on va dire, de Bruxelles ou d'associations ou de Livras, d'associations qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Là ça sort un petit peu de notre domaine d'expertise, mais tout ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'on a toujours, demander aux écoles qui menaient des projets Ne tournons pas autour du pot d'articuler en fait des aménagements, l'aménagement des infrastructures, l'organisation et la sensibilisation. Pour nous, c'est vraiment un trio gagnant. Donc, pour reprendre les exemples de simplement améliorer les toilettes à l'école, c'est important d'agir sur les infrastructures, de faire en sorte que le B.A.B.A. dont je parlais tout à l'heure soit là. Mais c'est important de réfléchir aussi à l'organisation, c'est-à-dire l'accès aux sanitaires. Et ça, pour la question des règles, c'est hyper important aussi. Empêcher les élèves d'accéder aux toilettes pendant les cours, c'est un vrai problème pour tout le monde, mais aussi pour les élèves qui ont leurs règles. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus... Enfin, on ne choisit pas quand on doit changer. Et parfois, il n'y a pas de récré suffisamment régulièrement pour pouvoir pouvoir avoir une bonne santé menstruelle, finalement. Et donc, réfléchir à l'organisation. Et puis, enfin, la sensibilisation. Donc, c'est vraiment aussi le troisième pilier, c'est d'en parler. Donc, nous, pour tout ce qui concerne les projets Ne tournons pas autour du pot sur les toilettes, c'est le fait d'impliquer les élèves, de les responsabiliser, de parler du sujet des toilettes et d'en faire finalement un sujet comme un autre dans les cours, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur ce sujet-là. Et donc, pour la question des règles, c'est exactement la même chose. C'est aussi en parler en classe, responsabiliser les élèves, mais pas avec un discours non plus trop moralisateur, plutôt faire en sorte que par eux-mêmes, ils réalisent des projets et qu'ils se rendent compte que c'est important. Et donc, c'est vrai que j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans les outils qu'on propose sur les règles, on a aussi fait un webinaire sur la question des règles à l'école, dans lequel intervenait justement Bruxelles. Et on avait fait intervenir aussi des élèves, donc c'était des élèves qui avaient déjà terminé leur cursus, mais qui avaient mis, quand elles étaient en 5e et en réto, en place un projet de distribution de produits périodiques. Donc, elles avaient fait ça dans une boîte, ça s'appelle d'ailleurs Boîte sans tabou. Et donc, elles avaient vraiment décidé de mener ce projet par elles-mêmes. Elles avaient heureusement reçu le soutien de leur direction. Et donc, elles étaient passées dans les classes pour parler de l'initiative. Et on voit que quand c'est des projets comme ça, même si tout n'est peut-être pas forcément parfait au niveau de la distribution, c'est pas des distributeurs tip-top, mais c'est un peu des bricolages, mais c'est super chouette parce que du coup, les autres élèves comprennent beaucoup mieux aussi l'initiative, ils se rendent compte que c'est fait par les pairs, et donc il y a plus de respect finalement de ces infrastructures-là que quand on les pose et en fait on dit rien, quoi. Ouais, j'imagine. Tout à fait. Et là, ici, tu nous parlais de ce webinaire qu'on peut retrouver sur votre site. Alors, comment font les écoles pour prendre contact avec vous ? Alors, oui. Justement, on a notre site internet, donc www.netournonspasautourdupot.be. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources pour les écoles accessibles gratuitement sur ce site. Donc, toute notre méthodologie de projet. Donc c'est pour des projets d'amélioration des toilettes, mais finalement c'est de la méthodologie de projet qui peut être appliquée à n'importe quel projet pédagogique ou d'école. On a des affiches, etc., qui sont aussi libres en téléchargement ou commandables gratuitement pour les écoles. Donc ça, on a beaucoup de demandes aussi en ce moment, parce que c'est la rentrée, mais donc c'est vrai que ça nous fait plaisir finalement de pouvoir offrir ça aux écoles. Sinon, on a nos réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, qu'on a démarré l'année dernière en essayant de viser un peu plus les élèves. Et pour ce qui concerne les nouvelles du projet, etc., on a aussi une newsletter, donc tout le monde peut s'abonner à cette newsletter, que ce soit prof ou même parents d'élèves, fatalement. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec les uns comme les autres, donc il n'y a pas de problème pour s'abonner. Merci beaucoup Sigrid pour cet échange super intéressant et enrichissant. Plein de ressources, plein d'idées pour nos écoles. Oui, voilà, complètement.
Donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver tous les renseignements sur Ne tournons pas autour du pot dans notre description d'épisode. Merci beaucoup Sigrid. Merci à vous. Comme nous vous l'avons dit au début de cet épisode, notre but est de vous donner des pistes, des solutions pour lutter contre la précarité menstruelle dans vos écoles. Même si Sigrid de Ne tournons pas autour du pot nous a donné de très très bonnes idées, on voulait mettre en avant quand même un cas pratique d'une de nos écoles. Donc on vous l'a expliqué aussi avant. En long et en large, la précarité menstruelle, ça touche énormément de jeunes filles. Et j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que ça touche encore plus les étudiantes qui font des études supérieures. Oui, Marie, parce que ne l'oublions pas, les études supérieures, ça a un coût. On n'est plus dans l'enseignement obligatoire et donc plus de gratuité scolaire. Exactement. Donc entre le Minerval à payer, les frais d'inscription et les à côté, je pense par exemple aux syllabus qui ne sont pas toujours fournis non plus. Le matériel numérique, si les parents n'aident pas ou si on n'est pas éligible à la bourse d'études, ça commence à faire quand même beaucoup d'euros dépensés. Donc imaginez encore payer pour des protections hygiéniques, ça fait quand même beaucoup en fait. Oui, en sachant que malheureusement, tous les parents ne savent pas surmonter tous ces coûts. Mais cela dit, on a des chouettes écoles dans notre réseau. Et des chouettes écoles qui pensent à cette cause et au bien-être des étudiantes. Valentine, assistante sociale à l'EFEC, a mis en place un distributeur gratuit dans les toilettes des filles. Hello Valentine, on est Bonjour. très très heureuse de t'accueillir pour parler de l'initiative que tu as mise en place. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici. Donc, je vais d'abord me présenter. Bien Donc, sûr. comme tu l'as dit, Marie, je m'appelle Valentine et je suis assistante sociale au service social de l'EFEC depuis maintenant 3 ans. Et donc, en tant qu'assistante sociale, mon travail consiste en 3 gros axes. Mener des entretiens individuels avec les étudiants, la mise en place de projets collectifs, dont le projet des distributeurs, et ensuite créer des partenariats avec des services externes à l'EFEC qui seraient utiles aux besoins des étudiants de l'EFEC. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'idée du coup d'installer ce distributeur dans les toilettes ? Mais oui, tout à fait. En fait, ça part d'un postulat un peu personnel où il y a quelques années, pour la première fois, j'ai entendu parler du terme la précarité menstruelle. Et je n'avais jamais entendu avant ce terme-là. Et donc, je me suis un peu renseignée sur ce que c'était. Et en fait, je m'étais rendu compte que, en fait, en Belgique, il y avait des femmes qui ne savaient pas se payer des produits hygiéniques. Et donc, bien avant que je commence à l'EFEC, je me posais des questions. Puis, je voyais aussi en Écosse, en 2020, qu'ils avaient voté une loi obligeant les établissements à mettre des produits hygiéniques pour les filles dans les établissements, et tout ça gratuitement. Et donc, je me demandais, mais pourquoi, en fait, on ne fait pas ça en Belgique ? Et donc, quand je suis arrivée à l'EFEC, j'avais dans le coin de ma tête cette idée de mettre des distributeurs dans les toilettes des filles. Et donc, ça a commencé en fait par... j'ai pris contact avec l'association Bruxelles qui nous a donné des trousses de serviettes hygiéniques. Et donc, il y avait au bureau du service social des serviettes et les étudiantes pouvaient venir toquer à la porte et demander des serviettes. Donc, au début, c'était ça. Et puis, je me suis dit, mais non, en fait, ça ne va pas. En fait, il faudrait que ce soit dans les toilettes et qu'elles puissent elles-mêmes être autonomes par rapport à ça et prendre, quand elles veulent, des serviettes. Et donc, c'est là que j'ai pensé aux distributeurs. Et donc, on a mis 8 distributeurs dans les toilettes de l'EFEC. Donc, il y a serviettes et tampons. Et donc là, elles sont autonomes. Elles vont dans les toilettes, prennent ce qu'il faut. Et voilà, ils ne doivent plus passer en fait dans le bureau et venir demander des serviettes. Et alors, tout ce dispositif que vous avez mis en place, est-ce que pour mettre justement tout ça en place, tu parlais de 8 toilettes au sein de l'EFEC, est-ce que vous avez reçu des subsides ou est-ce que c'est vraiment propre au budget de l'école ? Non, mais nous, on a le subside de la Fédération de Bruxelles, donc c'est avec ces subsides-là qu'on a pu mettre ça en place. Ah oui, ok. Oui, tout à fait. Et est-ce que depuis que le dispositif est mis en place, est-ce que vous constatez que de plus en plus de filles viennent se servir ou Oui, tout à fait. Donc au début, quand les filles venaient demander les serviettes au bureau, c'est toujours des fois un peu gênant. Voilà, j'ai besoin de serviettes. Ou on avait aussi le cas d'un étudiant qui est venu demander à la place de sa copine des serviettes. Ah oui, quand même. Oui. Et alors, pour vous donner un petit chiffre, donc
le projet a commencé en février 2023 et donc jusqu'à maintenant, en gros, on a rempli les distributeurs serviettes et tampons à hauteur de 4000 serviettes et tampons. Ah oui, donc c'est que ça... Oui, ça fonctionne bien. Il y a vraiment une demande par rapport à ça. Il y a une grosse demande et toutes les semaines, on recharge les distributeurs, une fois par semaine. Ah oui, quand même. Ouais. Et moi, je suis un peu curieuse de savoir comment vous avez communiqué un peu autour de ça, comment les femmes ont été averties de ce dispositif. Est-ce que vous avez fait une communication bien spécifique? Et aussi, est-ce que vous avez sensibilisé, du coup, les hommes par exemple, pour revenir sur le fait que c'était le copain qui avait été demander la serviette pour sa copine, quoi. Alors en fait, ce que moi j'ai fait donc, pour déjà avertir les étudiants et les étudiantes qui avaient un distributeur, j'ai envoyé un mail en expliquant déjà c'était quoi la précarité menstruelle et en disant voilà, à tel et tel endroit, il y a des serviettes et des tampons. Et j'ai envoyé ça vraiment à tout le monde, que ce soit les étudiants, les professeurs, le personnel administratif. Parce que je trouvais que c'était intéressant que tout le monde soit au courant. Mais oui, tout à fait, oui. Et donc, voilà. Et alors après aussi, on a des télévisions aussi à l'EFEC. Et donc là, j'ai créé un flyers avec la photo du distributeur en disant que c'était gratuit. Et donc, via les télévisions de l'EFEC, on a fait diffuser les flyers. On a mis des affiches aussi. Lors de nos actions, donc quand on rencontrait les étudiants pour d'autres projets, on en parlait aussi. Et généralement, les garçons étaient en fait à l'aise de parler de ça. Ah oui. Et les femmes un peu moins. C'est marrant. Ouais, oui. c'est... Alors, d'après mon avis personnel, je pense que c'est une honte qu'on a toutes un peu de nos mères, grand-mères par rapport aux règles, etc. Donc c'est un peu un sujet tabou qui s'est un peu, donné, ancré de génération en génération. Et en fait, quand on en parlait avec les hommes, c'est les règles, ok. Voilà, c'est ça. Et des fois, c'était les femmes qui étaient un peu gênées, un peu plus gênées de parler de ça. Ah, c'est marrant parce que franchement, de première idée, j'aurais vraiment pas dit ça comme ça. Mais du coup, même si en 2023, j'ai l'impression que les mœurs ont changé, est-ce que vous avez ressenti du coup un malaise des étudiants lors de discussions vraiment approfondies sur le sujet? Est-ce que vous avez eu des discussions approfondies peut-être avec des étudiantes ou même des étudiants curieux? Oui, mais en fait, c'est avec les étudiantes et même aussi, par après, ce qui m'avait pas vraiment choquée, mais même avec des professeurs, en fait. Vous étiez là, la culotte menstruelle, ça existe, la cup aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment un sujet qui a permis d'ouvrir la conversation, même avec les professeurs, le personnel administratif, et pas qu'avec les étudiantes. Oui. Ouais, en fait, ça m'étonne pas du tout parce que je me dis, là, on parle beaucoup de sensibilisation au niveau des étudiants, des élèves, mais il faut. Mais il y a un travail aussi à faire avec les professeurs, avec les enseignants, oui. Oui, tout à fait. Parce que même pour eux, je l'expliquais ce matin, c'est pas toujours évident d'en parler. Parce que, comme tu le disais, on est ancré des fois dans le générationnel où on n'en parlait pas. Et du coup, oui, ça peut paraître nouveau aussi pour les enseignants. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais aussi une petite question. Si vous deviez donner 3 conseils aux différentes hautes écoles, aux écoles secondaires, voire même les écoles fondamentales, pour essayer de lutter contre cette précarité et mettre ce genre de dispositif, quels seraient-ils ces conseils ? Alors déjà, ce serait oser le faire, parce que donc moi, quand j'ai voulu mettre en place ce projet, il y avait pas mal de réticences. C'est-à-dire, certaines personnes qui étaient oui, mais il y en a des étudiantes vont abuser, elles vont se servir beaucoup trop, ça va être un peu le bordel dans les toilettes. Mais en fait, pas du tout. Les étudiantes se servent, en tout cas, normalement, raisonnablement. Ouais. Dans les toilettes, on n'a pas vu une augmentation des déchets par terre ou quoi. Donc, les étudiantes sont super respectueuses. Donc, c'est vraiment oser le faire parce que, il y a des fois des petites réticences à mettre ce genre de projet en place. Deuxième conseil, par après, maintenant, avec du recul sur le projet. Donc, moi, avec l'équipe, on avait décidé de mettre les distributeurs dans les toilettes.
Mais je me dis, ça aurait été peut-être plus intelligent de les mettre dans un endroit visible, par exemple dans le couloir, pour rendre le sujet moins tabou. Oui, mais justement, c'est vrai qu'on en parlait du coup avec Sigrid de Ne tournons pas autour du pot. Et elle aussi, c'est un peu ce qu'elle se demandait, est-ce que ce serait limite pas mieux de mettre ce genre de distributeur dans les classes, mais on parle du secondaire et fondamental, hein, Oui. pour justement un peu enlever ce tabou au niveau des règles et de tout ce qui est Oui, tout à fait. protection Oui. hygiénique. Ouais. Oui, je pense qu'un endroit visible, pour que voilà, tout le monde soit au courant, il y a des distributeurs. Et voilà, et en fait, c'est complètement OK, quoi. On pourrait peut-être faire même les deux, hein. Oui, Dans les toilettes Oui, et à aussi, l'extérieur, les parce deux. qu'il ne faut pas non plus que certaines jeunes filles où il y a Oui, encore le c'est ça. sentiment de gêne, Se sentent d'inconfort, gênées, évidemment. et puis d'autres jeunes filles qui, elles, l'assument et Qui se sont à disent l'aise il faut avec lever ça. les tabous, puissent se Ouais. servir, on va dire, publiquement à ce Oui, moment-là. tout à fait. Oui. Et alors, un dernier conseil. Là, je lis mon copion. Parce que... oui, et aussi, en fait, ça ne demande pas un grand investissement de mettre ça en place. C'est vraiment genre 2 clous, mettre 2 trous dans un mur et voilà, c'est tout. Et alors, donc, comme moi je le disais, moi je les recharge 1 fois par semaine et ça me prend peut-être 10-15 minutes sur la semaine. Et au niveau budget, ça ne représente pas non plus un budget énorme. Je pense que depuis février 2023 jusqu'à maintenant, en comptant l'achat des distributeurs qu'on n'achète qu'une seule fois et le recharge, on en a eu plus ou moins pour 3 000 €. Oui, pour les 8 alors. Pour les 8 distributeurs, avec à chaque fois recharge et tampon. Et là, on a plus ou moins pour 2 ans de recharge, quoi. Donc, ce n'est pas non plus un grand investissement, ni niveau budget, un grand coût au final. Mais franchement, merci beaucoup pour ce superbe échange. Merci Valentine pour tes explications et ta bonne humeur. Merci à vous. J'espère que nos auditeurs dormiront ce soir avec de nouvelles idées. Ouais, et en parlant d'idées, pour terminer, une bonne idée et une bonne nouvelle à annoncer pour les écoles. Oui, une très très bonne nouvelle. Un pas de plus contre la précarité menstruelle dans nos écoles. Alors sachez que pour votre bonne information, la centrale des marchés du CEGEC a ajouté des protections hygiéniques sur sa plateforme. Donc un message vraiment à faire passer à toutes les écoles, qu'on se le dise, parce que ça veut dire que l'achat de protections hygiéniques revient vraiment à moindre coût pour nos écoles. Super. Et oui, très bonne initiative. Oui. Alors tout de suite, on retrouve la rubrique Bon plan de Déborah. Je peux déjà vous dire qu'elle a trouvé des pépites. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Alors, pour cet épisode sur la précarité menstruelle, j'avais envie de vous présenter des bons plans en rapport avec le thème et les règles en général pour outiller nos écoles. Je commence par 2 livres sur le thème des règles. Le premier, dont je vous avais parlé déjà dans l'entrée libre 179 du mois de mai, que vous pouvez relire sur notre site, évidemment entrée libre, le livre s'appelle « Kiffe tes règles » de Gaëlle Baldassari aux éditions Larousse. L'auteur s'adresse directement aux jeunes filles pour libérer la parole sur les règles et pour leur apprendre à aimer leur cycle menstruel et à mieux connaître leur corps pour faire équipe avec lui. Ah, ça a l'air sympa, ça. Un livre, je trouve vraiment à mettre entre toutes les mains des jeunes filles. On y trouve les réponses sans tabou à toutes les questions sur les règles et le cycle menstruel. Il est vraiment très bien écrit, très complet, sur le fonctionnement du corps féminin, comment se repérer dans le cycle menstruel, et ça donne aussi plein de conseils sur les différentes protections périodiques, sur les possibles douleurs à ne pas minimiser et sur les signaux d'alerte. Ah, ça c'est vraiment bien parce que moi, quand j'ai eu mes premières règles, j'avais pas encore un peu toutes ces ressources. Et en fait, on était vite limité protection hygiénique traditionnelle, style serviette, tampon, quoi. Oui, ici, l'auteur Gaëlle Baldassari, elle passe en revue toutes les protections qu'on pourrait avoir pour les jeunes filles. Donc, vraiment très bien fait. Un livre aussi avec des témoignages. On peut se retrouver dans les témoignages de certaines jeunes filles. Et je trouve que c'est vraiment, comme je l'ai dit, un livre à mettre entre toutes les mains, un livre indispensable. Et puis, il faut savoir aussi que Gaëlle Baldassari est très, très active sur les réseaux sociaux. Donc, dans Kiffe tes règles, elle propose que les jeunes puissent
directement lui poser des questions. Je termine aussi en disant qu'elle a aussi écrit un autre livre sur le même thème qui s'appelle Kiffe ton cycle et qui est d'ailleurs le nom de ses comptes Facebook et Instagram. Donc Déborah, tu nous conseilles vivement d'avoir ça dans notre bibliothèque de classe ou d'école, le livre Kiffe tes règles de Gaëlle Baldassari, si je le dis bien, aux éditions Larousse, c'est ça hein? Oui, tout à fait Marie, indispensable. Pour le deuxième livre, parce que je vous ai parlé de 2 livres, je te laisse la parole Marie, parce que c'est toi qui vas nous en parler cette fois-ci. Donc le livre c'est « Ceci est mon sang » d'Élise Thiebaud, qui est paru aux éditions La Découverte. Il date de 2017, mais il t'a marqué Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? On échange les rôles. Oui. En fait, moi, quand j'ai découvert ce livre, j'étais encore aux études à la haute école et j'étais assez intriguée parce qu'en 2017, en fait, on commençait seulement un petit peu à libérer la parole sur le sujet des règles et de rendre ça en fait moins tabou. Tout à fait, ouais. Je peux te dire que je suis un peu plus âgée que toi et on n'en parlait pas vraiment. J'imagine. Mais oui, parce que moi, du coup, j'ai que 25 ans en quelque sorte et ça date de 2017, donc c'est quand même récent encore, quoi. Et mais vraiment, je suis tombée en fait par hasard sur ce livre en scrollant sur Instagram, en regardant comme ça des publications à droite à gauche. Et en fait, je me suis plongée du coup dans le récit. Enfin, j'ai décidé de l'acheter et de le lire. Et franchement, j'ai adoré parce que il parle des règles, oui, mais il inclut aussi une part de féminisme. Et je trouvais ça très intéressant parce que je ne me rendais pas compte que, par exemple, dans d'autres cultures, elle explique que dans d'autres cultures, il y a des femmes qui sont carrément mises à l'écart pendant leur période de règles et elles sont considérées en fait comme impures. Et si elles restent dans le clan en quelque sorte, elles risquent de donner tout ce qui est impur aux hommes. Et je trouvais ça totalement hallucinant. C'est vraiment fou de voir en fait la conception, la représentation des règles dans les différentes cultures. Hein. Oui, mais totalement. Et en fait, elle donnait vraiment plein de petites anecdotes comme ça sur toutes les cultures ou comment les règles sont vues par ces cultures. Et je trouvais ça super intéressant. Aussi pour l'époque, entre gros guillemets, elle pointait du doigt les protections hygiéniques, donc serviettes et tampons, comme nocifs pour le corps et pour la femme, oui, avec le coton blanchi, avec des produits chimiques, des odeurs florales, parce qu'il faut toujours sentir bon, malgré les règles, etc. Et franchement, ce livre m'avait vraiment fait voir les menstruations d'un autre œil, et je le conseillerais aussi à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, en fait, qui désirent en savoir plus sur le sujet. Oui, parce que nous n'oublions pas, c'est un sujet qui touche les femmes, mais qui concerne tout le monde. Exactement. Alors, merci Marie. Donc, voici pour les livres. Autre petit bon plan, autre ressources, toujours autour des règles et de la précarité menstruelle. Sur le site de Ne tournons pas autour du pot, dont nous avons reçu Sigrid tout à l'heure, vous pouvez retrouver sur leur page le tabou des règles à l'école, qui est la rubrique, et il y a toute une série de livres autres que les 2 dont on vous a parlé qui sont conseillés, ainsi que d'autres outils pédagogiques pour en parler avec vos élèves. Vous pouvez y regarder aussi le webinaire, Sigrid en parlait, les règles à l'école si on en parlait, avec Véronica Martinez qui est la directrice de la SBL Bruxelles. Ah oui, et au fait, Bruxelles, Déborah, nous en parlons avec Valentine Deleffec, ça aussi. Oui, tout à fait. Alors oui, Bruxelles, c'est une association qui lutte activement contre la précarité menstruelle et le tabou des règles depuis 2016. Et si l'aventure de Bruxelles a commencé dans la capitale, leur périmètre d'action s'est étendu maintenant en Belgique. Et entre ses missions de collecte et de distribution de protection périodique et ses conseils d'experts, Bruxelles sensibilise aussi aux règles et à la précarité menstruelle et libère ainsi la parole autour des règles et du tabou autour de celles-ci auprès des jeunes et donc dans nos écoles aussi. Évidemment. Voilà. Le programme Règles de 3 a été développé d'ailleurs à cette fin. Et pourquoi Règles de 3 ? Alors 3, car il s'agit d'un programme éducatif qui comporte 3 volets, adaptés aux besoins de chaque public.
Donc, les jeunes, les personnes encadrantes et les adultes. Règle de 3 est destinée aux jeunes à partir de 12 ans en milieu scolaire et aussi parascolaire, donc dans les maisons de jeunes, les écoles de devoirs. Il y a possibilité d'avoir ce programme Règle de 3 avec l'accompagnement de Bruxelles. Sympa, et c'est vrai qu'on pourrait vous parler du sujet pendant des heures, parce qu'il existe beaucoup de ressources et d'associations qui luttent contre la précarité menstruelle et le tabou autour des règles. Oui, c'est vrai que chaque outil, chaque livre, mériterait qu'on en parle, mais bon, on est limité dans le temps. Et c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur. Évidemment. Donc voilà, mais sachez aussi que vous pouvez retrouver dans le descriptif de l'épisode toutes les ressources dont nous avons parlé et encore d'autres pour vous aider à en parler avec vos élèves et mettre des choses en place pour lutter contre la précarité menstruelle chez nos jeunes. Alors allez-y, jetez un coup d'œil, voire plus. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc pour ma part, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres bons plans. Merci pour votre écoute. Mais merci beaucoup Déborah pour tes découvertes et c'est toujours un plaisir. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. On se retrouve dans cette deuxième partie de l'heure de fourche pour vous parler d'un autre sujet qui est depuis ces dernières semaines sous le feu des projecteurs. J'ai nommé, roulement de tambour, les VRAS. Pour rappel, les VRAS, c'est le raccourci d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Depuis cette rentrée 2023, il est désormais obligatoire pour les écoles de proposer des animations sur le sujet en 6e primaire et en 4e secondaire. Pour rappel, les VRAS est obligatoire depuis 2012 et ce type d'animation se donne depuis de très nombreuses années dans l'enseignement catholique, dont le texte de référence Mission de l'école chrétienne exprime l'importance de l'accomplissement corporel et d'une éducation visant à la fois à la santé, le bien-être et l'accomplissement de chacun. Est-ce que cette polémique est vraiment justifiée ? À quoi vont ressembler ces animations ? Comment vont s'organiser les centres PMS ? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir Sophie Dekeuch, directrice pour les centres PMS au CEGEC. Hello Sophie. Bonjour Marie. Bonjour Sophie. Alors Sophie, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler avant tout ce que c'est un centre PMS et surtout ses principales missions ? Oui, bien sûr. Donc, les centres PMS sont d'abord et avant tout des équipes de professionnels du développement, les psychologues, professionnels de l'action sociale, les assistants sociaux, et professionnels de la santé, les infirmières, dont l'optique est de promouvoir les meilleures conditions de développement et d'apprentissage pour chaque élève sur les plans psychologiques, social et de la santé. Donc, au centre des préoccupations des équipes PMS, on retrouve l'élève, son bien-être global et son bien-être à l'école. Alors, cette mission principale des centres PMS, à savoir l'accompagnement psychomédico-social en milieu scolaire, est une mission très large. Elle est ancrée dans le secteur de l'enseignement, mais elle se trouve au carrefour du travail social, au carrefour de l'aide à la jeunesse, au carrefour de la promotion de la santé, de l'orientation scolaire et professionnelle, de la prévention, de l'accompagnement en santé mentale. Elle vise à accompagner l'élève et à mobiliser les ressources, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient familiales ou extrascolaires, les ressources qui pourront aider l'enfant, soutenir l'enfant dans son développement, avec toutes les caractéristiques de chaque enfant. On dit que le centre PMS, l'équipe PMS, joue le rôle d'interface entre l'école, la famille et le monde en dehors de l'école, le monde extrascolaire. Okay. L'obligation d'organiser une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc les VRAS, dans les écoles existe depuis 2012. Le 7 septembre dernier, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles votait le projet de décret concernant la généralisation de l'EVRAS en milieu scolaire. Qu'est-ce qui va donc réellement changer ? Eh bien, on peut dire que pas grand-chose ne va changer pour les écoles. Il faut savoir que l'EVRAS, donc on l'a redit en début de podcast, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Tous les termes sont importants dans cet acronyme EVRAS. Donc l'EVRAS, c'est l'éducation au vivre ensemble, aux relations entre les êtres humains, dans toutes leurs dimensions, y compris dans les dimensions les plus intimes, mais pas
que dans ses dimensions les plus intimes. Et donc l'école est le premier lieu, et c'est parfois le seul lieu de socialisation externe à la famille. C'est un lieu où, de facto, les enfants expérimentent, apprennent les contraintes, mais aussi les joies, évidemment, des relations avec les pairs, des relations avec les adultes qui ne sont pas leurs parents ou qui ne sont pas les adultes de la famille. Donc ils y apprennent les limites des relations, ils y apprennent les différents types de relations, les relations entre enfants et jeunes d'âge différents, les relations avec les adultes. Mais l'EVRAS, c'est aussi évidemment tenir compte dans ces relations des dimensions affectives, c'est-à-dire les dimensions qui concernent les sentiments, tous les sentiments qui se manifestent notamment par des émotions dans nos relations au quotidien. Et c'est aussi tenir compte des dimensions amoureuses, des dimensions de désir dans ce qu'il y a de plus intime. Donc l'EVRAS, c'est apprendre à se comporter en lien avec les autres dans toutes les situations de la vie. C'est apprendre à décrypter la situation qu'on vit et avoir une attitude consciente et responsable dans les relations qu'on a avec les autres. Et donc, quand on dit que l'EVRAS devient obligatoire, moi j'ai envie de dire, l'EVRAS, en tout cas celui que je viens de décrire, l'EVRAS, celle, puisque EVRAS c'est bien du féminin, celle que je viens de décrire, c'est une composante importante, essentielle de ce qui se passe à l'école. L'EVRAS ne devient pas obligatoire. L'EVRAS, finalement, j'ai envie de dire en 2 mots, est l'école. Oui, bien sûr. Et donc, l'EVRAS informel que je viens de décrire, c'est la mise en application du projet éducatif de l'école. L'EVRAS est au cœur de ce projet. Mais pour bien comprendre, il faut pouvoir distinguer cet EVRAS informel, cet EVRAS vécu que je viens de décrire, de l'EVRAS formel, qui tient alors de l'information, des apprentissages scolaires, et que le législateur a décidé d'opérationnaliser de 2 manières différentes dans le champ scolaire. D'une part, les référentiels du tronc commun déclinés dans les programmes conçus par le réseau contiennent des contenus relatifs à l'EVRAS. D'autre part, les fameuses animations EVRAS, qui deviennent obligatoires en 6e primaire et en 4e secondaire, sont-elles des animations qui sont assurées par des professionnels externes à l'école, des agents PMS, des professionnels qui travaillent dans un centre de planning familial, des professionnels qui travaillent dans les services PSE par exemple, donc des professionnels externes à l'école qui se sont spécialisés dans les questions qui touchent le plus à l'intime, à la sexualité au sens large, les questions de puberté, les questions de relations sexuelles, les questions de contraception, etc. Et ces animations EVRAS n'ont de sens que si elles s'insèrent dans la dimension globale de l'EVRAS que l'école propose au quotidien. Donc, pour répondre à ta question, Déborah, qu'est-ce qui change pour les écoles ? J'ai envie de dire uniquement l'obligation d'animation, d'une animation de 2 heures en 6e primaire et en 4e secondaire. Qu'est-ce qui change pour les professionnels et évidemment par cascade aussi pour l'école, c'est que les professionnels ou les structures professionnelles qui proposent de l'EVRAS, qui sont en dehors de l'école, devront désormais être labellisés pour proposer des animations EVRAS. Et cette labellisation comporte évidemment plusieurs conditions, dont une condition de formation initiale et de formation continuée pour les professionnels qui proposent des animations EVRAS. Il faut savoir que les centres PMS, les services PSE et les centres de planning familial seront labellisés d'office. Les autres ASBL ou autres structures qui proposent des animations EVRAS devront faire des démarches de labellisation auprès de l'autorité publique. Et donc, quelque part, moi je trouve que c'est un plus pour l'avoir vécu en tant qu'institutrice, où en 6e primaire, il y avait des animations EVRAS données par justement les agents PMS. Ici, c'est un plus le fait d'être labellisé.
Bien sûr, c'est une reconnaissance de facto de la compétence des centres PMS, des services PSE et des centres de planning familial, de leur expertise et de leur expérience en matière d'EVRAS, d'animation EVRAS. Et c'est une garantie pour l'école qui ferait appel à d'autres structures d'avoir un service de qualité, labellisé selon certaines conditions. Ok, et du coup, l'autonomie des écoles et le respect du projet pédagogique restent donc assurés dans tout ça? Oui, bien sûr. L'école reste tout à fait autonome dans la mise en œuvre de son projet, dans la mise en œuvre de la politique EVRAS qu'elle propose au quotidien aux élèves. Et également, elle reste tout à fait libre de choisir ses partenaires avec lesquels elle proposera les animations EVRAS. Ok, bah écoute, la dernière fois, moi je me promenais sur Facebook, c'est un peu mon métier, et je suis tombée du coup sur beaucoup de publications qui ciblaient les VRAS, mais très négativement. Et donc, je suis tombée sur une personne qui disait ceci, attention c'est un peu long, évidemment que l'apprentissage des réalités du sexe est important pour les enfants ados, ça va se passer à la maison mais aussi à l'école. Seulement, quand on voit que le nouveau programme EVRAS prévoit les joyeusetés suivantes, par exemple, dès 9 ans, reconnaître le partage de sextos, donc des messages à caractère sexuel, ou des nudes, qui sont des photos dénudées, peuvent être excitants et source de plaisir, ou les sextos, les règles pour limiter les risques, on peut quand même se poser des questions. L'équivalent existe pour les différentes tranches d'âge, en élevant le niveau au fur et à mesure, bien sûr. Au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est ça qui sera enseigné à vos enfants cette année. Alors, est-ce que finalement la source de la polémique n'est pas ce fameux guide EVRAS dont certains points posaient question dans la première version? Le CEGEC avait d'ailleurs réagi. Oui, tout à fait. Donc ce guide a été conçu par un groupement d'associations scolaires et non scolaires qui s'appelle les stratégies concertées EVRAS. Ce guide a un volume de 300 pages. Donc, ceux qui prétendent avoir lu l'entièreté du guide, je ne sais pas si c'est toujours la réalité. Ça, c'était pour le clin d'œil. Mais sur les 300 pages du guide, qui est un guide de qualité sur son contenu, il est évident que, en tout cas dans la première version du guide, quelques passages, on parle ici de 3 ou 4 passages sur les 300 pages, étaient formulés de manière inadéquate. Et certains ont vu derrière ces maladresses de formulation un militantisme pour une tendance ou pour une autre, militantisme qui a déplu. Il est clair que quand on parle d'EVRAS et plus particulièrement d'animation EVRAS, il faut rester centré sur de l'information. On n'est pas à l'école pour endoctriner, évidemment. On n'est pas à l'école pour emmener dans un courant militant. On est à l'école pour répondre aux questions des élèves, des enfants et des jeunes, et pour les informer de la manière la plus objective possible en lien avec les questions qu'ils se posent. Donc, des recommandations étaient inadéquates. Le CEGEC a en effet envoyé un courrier à les ministres, on était au mois de décembre 2022 à l'époque, pour lui demander de bien vouloir modifier ces formulations inadéquates, ce qui a été fait. Et nous avons insisté aussi dans le courrier à la ministre pour que l'introduction du guide puisse être beaucoup plus claire sur le statut du guide, sur son utilisation. Donc il faut savoir que ce guide n'est pas un programme, n'est pas un référentiel, est encore moins évidemment un manuel scolaire à destination des enfants. Bien sûr que non, ce guide est à destination uniquement des professionnels de l'EVRAS qui proposent les animations EVRAS. Donc il faut savoir que ce guide n'est même pas à destination des enseignants. Alors les enseignants peuvent le lire évidemment, il est en accès public sur Internet, mais il est à destination des professionnels de l'EVRAS pour les aider dans la préparation des animations EVRAS et pour leur faire prendre conscience que certaines questions
peuvent être posées par certains enfants en fonction de la tranche d'âge à laquelle ils s'adressent. Et donc, si le professionnel est sensibilisé aux différents types de questions que peuvent poser les enfants, il préparera son animation EVRAS de manière tout à fait adéquate. Il faut savoir donc que ce n'est pas une liste de contenus obligatoires, loin de là. Le contenu des animations EVRAS vient essentiellement des questions des enfants. L'important, c'est de pouvoir répondre à leurs questions. Ouais, donc c'est bien de le rappeler. Totalement. Pour résumer, donc ce n'est pas un guide. Enfin, si, c'est un guide, pardon, qui n'est pas un programme à enseigner aux élèves, qui n'est pas à destination des enseignants, mais bien des animateurs EVRAS qui feront donc les 2 heures en 6e primaire et les 2 heures en 4e primaire. C'est bien ça, hein, Sophie ? C'est bien ça. Donc ce guide, c'est un repère pour les professionnels qui adapteront ce contenu en fonction des besoins et des attentes des élèves qu'ils auront devant eux. Une thématique spécifique ne sera jamais abordée sans qu'elle ait fait l'objet d'une question d'un élève. Et il faut savoir aussi que l'école et l'opérateur externe d'EVRAS fournit des garanties pour que l'intégrité psychique et physique des élèves soit tout à fait respectée. Ok. Et est-ce que cette nouvelle obligation dans les écoles sera bénéfique selon toi ? Le fait que ça devienne obligatoire ? Le fait que ça devienne obligatoire, c'est effectivement une assurance que tous les élèves, quand ils sont scolarisés dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que tous les élèves participeront ou auront participé à ces animations. Donc c'est effectivement une assurance par rapport à l'information des élèves. Et cette nouvelle obligation qui comprend, comme je l'expliquais, la labellisation des opérateurs EVRAS, eh bien, fournit finalement un gage de qualité des interventions. Donc oui, c'est tout à fait bénéfique. On a pu entendre certains parents qui sont inquiets pour ces animations à cause des fake news, donc on en a parlé un petit peu finalement. Mais on peut souvent lire sur les réseaux sociaux qu'ils ont peur qu'on sexualise précocement leurs enfants. Quels sont tes conseils pour rassurer les parents sur ça ? Eh bien, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne, les parents comprennent que ces animations EVRAS seront adaptées au stade de développement de leur enfant, que ce soit le développement psychique, cognitif, mais aussi physique. Les animations EVRAS aborderont des questions qui préoccupent leurs enfants. Et n'aborderont pas des questions que l'adulte amènera lui-même ou des questions qui ne sont pas du tout en phase avec le stade de développement de leur enfant. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est de nature à pouvoir rassurer les parents. Pour les parents les plus anxieux, le conseil que je donnerais, c'est de prendre contact avec les enseignants, avec la direction de l'école de leur enfant, pour établir la confiance à ce niveau-là, la confiance par rapport à la politique EVRAS de l'école. Cette confiance se construit au quotidien et elle se construit notamment par le dialogue entre l'équipe éducative et les parents. Mais merci beaucoup Sophie pour tes précisions sur l'EVRAS. Je pense qu'elles étaient nécessaires. J'espère que nos auditeurs ont eu réponse du coup à leurs questions. En tout cas, vous l'aurez compris, l'EVRAS ne se limite pas au S de sexuel. Ces animations participeront à la construction de l'éthique relationnelle d'un jeune en l'accompagnant dans la construction de son identité en tant qu'individu à part entière, mais aussi en tant que personne en rapport avec les autres et évoluant au sein de la société. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se dit à dans 15 jours pour l'épisode 5 de l'heure de fourche qui aura pour thème le harcèlement scolaire avec un invité très spécial que Déborah adore. On vous laisse un peu la surprise. Voilà. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer.
Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.